Salut Francis, Thomas Desson, très content de t'avoir avec nous. D'abord, comment ça va? Salut Thomas, je vais bien et toi? Bonne nuit, t'as passé une bonne nuit? Ouais, j'ai passé une bonne nuit et bon, je vais plutôt dire une bonne matinée parce que nos tests du Covid qu'on a fait hier soir sont sortis ce matin et je vais t'avouer que même si on le fait chaque semaine, c'est toujours quand même un peu stressant, surtout à l'approche d'un événement pareil. Tu te dis, bah, ça peut être lourd, ça peut faucher le truc, tu vois. Surtout que pendant la semaine, on a eu le cas de Alex, qui a été testé positif et qui malheureusement ne va pas combattre. Donc, c'est une bonne matinée, voilà, pour accomplir. Soulagement, sous le Ouais. signe du soulagement. La semaine passée, on avait des reporters qui étaient effectivement à Las Vegas. On peut comprendre que là, avec les mesures Covid, je le lisais d'ailleurs, tes derniers sparring, c'était le week-end dernier. Maintenant, vous êtes dans un bunker, hein, un vase clos, il faut se protéger. Ouais, là, on est arrivé à l'hôtel hier dans l'après-midi et on a été testé, on a été prélevé et on a reçu l'ordre de ne pas quitter nos chambres. Tu vois, donc on devait rester dans nos chambres jusqu'à ce qu'on reçoive nos tests, que nos tests soient négatifs, afin qu'on puisse sortir. Et c'est le cas là. Et après cette interview, on va pouvoir sortir, mais pas pour aller loin, pour aller à l'UFC Apex. Donc, on peut pas sortir d'ici par nous-mêmes. Il nous amène où qu'on aille. Et ouais, mais c'est ça, en tout cas, ça nous permet d'avoir des combats et depuis la sortie du premier confinement, on l'avait vu en Floride et ensuite à la Yas Island, il y avait effectivement des combats et l'UFC ne s'est jamais arrêté, tant mieux pour les fans. Francis, je te propose trois choses. On est ensemble pendant une petite demi-heure. Certains ne connaissent pas encore l'homme, Francis, on va évidemment parler de cette revanche et puis ensuite de ton avenir, de tes projets futurs et dès que je vois des questions intéressantes, je te les pose. Moi, j'en ai une première personnelle parce que euh, l'UFC a fait beaucoup de storytelling sur Francis Ngannou, comme eh bien, le sans-abri qui est arrivé à Paris. Mais je me pose cette question finalement. Comment est-ce que de vivre entre guillemets, et c'est vrai que c'est la réalité, de vivre un petit peu sous les ponts, comment est-ce que finalement tu as découvert le MMA? Au fait, le truc, c'est que quand je suis arrivé à Paris, j'avais un objectif, c'était de faire de la boxe. Et le premier jour que j'ai fait le lendemain, euh, je suis arrivé à Paris, je me rappelle très bien, c'était le dimanche 9 juin 2013. Et le lundi 10 juin 2013, tout ce que j'ai fait, on a eu un ami, bien entendu, qui nous a indiqué des endroits pour manger. Il allait nous montrer des endroits pour se doucher et tout ça. Mais au début de l'après-midi, je ne voulais plus suivre ses pas parce que tout ce qu'il faisait euh, n'allait pas dans le sens de ce que moi je voulais. Alors, nous avons pris nos chemins séparément et je me suis mis à me renseigner pour chercher une salle de sport. C'est comme ça que je suis arrivé au Cagine dans le 11e arrondissement, rue Fedeb. Et j'ai pris les renseignements pour la boxe anglaise. Et il se peut qu'à cet instant même, il y avait cours de boxe anglaise et le coach n'était pas là parce que j'ai demandé à voir le coach. Je ne pouvais pas m'offrir l'inscription. C'est comme ça que le coach remplaçant, qui était Didier Camon à l'époque, voilà, a accepté de me recevoir après les entraînements. Et j'ai un peu expliqué la situation. Voilà. C'était pile ou face, Francis. Tu aurais pu faire comme Carlos Takam, comme Hassan Ndam, finalement. Euh, les Camers, je me permets, qui effectivement, eux, sont partis dans la boxe. Et toi, eh bien, sur une entrée dans une salle, te voilà aujourd'hui prêt à aller chercher la ceinture de la plus belle organisation de MMA. Oui. 15 victoires, Non, mais 3 défaites. Oui. Carlos et moi, ou Assandam, on a eu un parcours quasiment différent parce que ça sont des gens qui, au Cameroun, ont eu déjà l'opportunité de faire la boxe de leur jeune âge, si bien qu'ils ont participé aux Jeux Olympiques. Ça fait que ça les permettait, ils avaient déjà des occasions de voyager, ce qui était pas du tout mon cas. Au Cameroun, j'étais personne. J'ai mis les pieds dans une salle de sport, j'avais 22 ans pour la toute première fois de ma vie. Tu vois,
Alors, et j'étais personne, je n'étais encadré par personne, j'étais connu par personne. C'était très difficile. Après, je suis tombé malade. Une chose qui ne qui jouait encore moins en ma faveur. Donc, je ne pouvais pas jouer sur le même terrain que je devais partir vraiment de zéro, quoi. Parce que C'est peut-être ils avaient déjà une identité quand ils sont arrivés en c'est France. peut-être aussi ce qui fait peur à tout le monde, Francis, parce que, comme tu le dis, tu pars de zéro, mais ça amène un caractère assez mystique, assez brut dans ta manière de combattre. C'est que, comme tu le dis, finalement, tu n'as que 8 ans de sport de combat, et donc, parfois, on ne sait pas d'où ça vient parce que tu n'es pas stéréotypé. Euh, j'ai- je pense que j'ai un peu cet instinct de combattant. Je pense que c'est quelque chose que j'ai quand même dans le sang depuis tout petit parce que j'étais très agité et il a fallu beaucoup euh, d'encadrement pour éviter ça, pour éviter de la violence. Et surtout, ce qui m'a encore permis le plus de m'éloigner de la violence, c'était la réputation de mon père. Parce que quand mes parents ont divorcé, j'avais 6 ans. La réputation de mon père, quand j'entendais parler de mon père, j'avais tellement honte que j'avais juste envie de quitter la pièce. Ou si j'entrais dans une pièce où on parlait de lui, je faisais demi-tour, tu vois. Et je me suis juré, je me suis promis dès lors de ne pas avoir sa réputation. Alors, que faire? Or que j'aime combattre, j'aime la force comme mon père. Que faire pour maintenir sa réputation? Ne pas combattre, voilà. Ne pas me jeter dans les bagarres de rue et tout ça. Rester discipliné, malgré que j'avais cette passion au fond de moi, si bien que trouve finalement un truc. Vers l'âge de 13 ans, je me suis fixé l'objectif parce que ça rejoignait un autre objectif. euh, de devenir boxeur. Alors là, je pouvais canaliser mon énergie, je pouvais canaliser ma force et ma passion. Il était donc question de faire d'une pierre deux coups en faisant quelque chose qui devait être dit, discipliné et en même temps qui devait montrer aux autres enfants qui me prenaient pour un dernier parce que je n'avais peut-être pas des vêtements neufs ou des chaussures ou des cahiers ou du bic ou peut-être l'inscription, il devait me prendre comme un dernier. Alors, je me suis décidé donc de faire de la boxe parce que ça devait non seulement canaliser ma force, rejoindre ma passion, préserver ma, euh, ma réputation et me mettre sur un stade où je pouvais prouver à ces enfants-là que, voilà, c'est juste le sort de la vie qui fait que je ne puisse pas avoir ce qu'ils ont, mais c'est pas comme s'ils ont mérité plus que moi. Francis, Donc, merci. c'était en quelque Merci sorte ça, beaucoup, quoi. en tout cas, pour ton honnêteté, ta transparence. Je me permets du coup de te poser une question par rapport à ce que tu viens de dire. Est-ce qu'aujourd'hui, 25 ans plus tard, tu as pardonné ton papa ou ça reste une revanche? J'ai jamais Bon, mon papa, il était ce qu'il était. Il était mon papa. Je ne peux pas faire autrement. Au fait, je ne l'ai jamais en voulu. Malheureusement, il n'est plus d'un autre, mais je ne l'ai jamais en voulu. Je pense que j'aimais trop mon père pour l'en vouloir pour quoi que ce soit. Hmm. Malgré tout ce qu'il faisait, qui n'était pas juste, malgré toutes ses irresponsabilités, et que tout le monde était contre lui, moi j'étais toujours son avocat défenseur. Lui, il était toujours mon héros. Les questions nous parviennent sur le Q&A, question answers, question-réponse. Allez-y, en haut à droite. Une question qui nous vient. Si tu n'étais pas un combattant, Francis, tu serais qui aujourd'hui? Aujourd'hui, je ne sais pas, mais je sais qu'en grandissant, j'avais le rêve. Quand mes parents ont divorcé, j'ai voulu être avocat. Bon, ça, c'était un rêve d'enfance. Juste parce que je les voyais. Défendre les malheureux, hein? Non, parce que j'ai vu, ils sont allés au tribunal et j'aimais pas la procédure. Alors, je voulais être avocat pour changer ce genre de truc. Après, au fond de moi, j'avais la comptabilité qui était ma passion et l'architecture. Voilà les deux rêves que j'avais.
architecture et comptabilité, mais j'ai jamais eu l'occasion d'étudier. Donc, je ne sais pas ce que je serais devenu si j'avais pas été combattant, Avec puisque toi, j'ai pas c'est été. facile de compter. Les 4 derniers combats, c'est moins d'une minute, hein. On y arrive, hein. 1 plus 1 plus 1, 4 minutes pour 4 combats. On arrive à compter facile avec toi, Francis Ngannou. Qu'est-ce Euh, qui différencie le MMA, Mixed Martial Arts, de tout autre sport, à ton avis? Moi, au départ, le MMA, c'était juste une passion. C'était juste un truc pour me défouler, une passion. J'avais essayé et je me disais, ah ouais, finalement, c'est cool. C'est un bon, parce que voilà, on se bagarre, tu vois, et dans un cadre bien discipliné. Euh, mais plus tard, j'ai trouvé dans le MMA un truc qui était beaucoup plus différent. C'est un sport, c'est un smart sport selon moi. C'est un sport très intelligent, basé sur la stratégie. Un peu c'est un sport de combat, mais bien différent de la boxe parce que le MMA se joue sur plusieurs terrains et ça nous donne plusieurs options à utiliser et ça fait que c'est très intelligent quand tu y approches. Tu vois, chacun parfois a des terrains de prédilection, des zones de confort et chacun veut, très souvent, le but, c'est d'amener l'autre dans ta zone de confort sans toutefois aller dans sa zone de confort comme lui, veut t'amener. Et ça se joue à ça. Il y a d'abord cette stratégie qui est au-delà des victoires, qui est au-delà des KO, des soumissions. Il y a d'abord ce petit jeu qui est toujours présent à chaque fois dans un combat de MMA. Et ça, c'est passionnant. Tu parles de zone de confort. Justement, il y a un fan qui est très averti, et je pense à Mike Tyson, qui souhaitait avoir des rings un petit peu plus petits pour faire parler sa force de frappe. Est-ce que le fait que le ring, enfin la cage de l'Apex, soit plus petite en dimension, peut te donner un avantage face à Stipe qui, semble-t-il, va quand même plutôt vouloir t'éviter? Semble-t-il, tu l'as dit. Nul ne sait ce qui va se passer. Et déjà, il faut savoir quelle est ma stratégie et quelle est sa stratégie. Si ces deux éléments avaient été élaborés, à partir de là, on pourrait juger à qui la cage va favoriser. Mais on ne sait pas, vous savez pas c'est quoi ma stratégie. Donc, Ah bah ouais, mais justement, et je sais pas, mais je te pose la question. Stipe nous a dit, ah, c'est une revanche. Certainement, on fait face à un Predator qui a beaucoup progressé. Seulement, mon style ne lui convient pas. Qu'as-tu à dire par rapport à ça? bah, il, il aurait toujours eu quelque chose à dire dans tous les cas. Donc, ce que j'ai à dire, c'est que ça ne veut rien dire pour moi. Euh, Est-ce que, par rapport à ce combat qui a eu lieu maintenant il y a 3 ans, que le temps passe, euh, le Predator 2.0 aujourd'hui, qui est-il? Francis Ngannou, qu'est-ce qui s'est passé depuis désormais 3 ans entre l'UFC 220 et cette UFC 260 ce week-end? Bah, les chiffres ont changé. L'autre, c'était 220 et celui-ci serait 260. Non, bah, ce que je veux dire, c'est que le temps a passé, on a grandi en expérience parce que, à titre de rappel, j'étais très jeune dans ce sport et j'avais beaucoup de questions. Ça ne faisait que 4 ans et demi que je faisais ça, sans toutefois mentionner qu'au début, c'était juste par curiosité. Et que, voilà, je me rappelle, à l'approche de ce combat, je me posais beaucoup de questions. Je me demandais ce que ça fait d'être au troisième round d'un combat. Je me demandais ce que ça fait de combattre pour la ceinture du monde. Qu'est-ce qui se passe au fait? Je n'étais pas présent, comme si je n'étais pas prêt au fait. Et rien n'avait été préparé à la norme parce que, voilà, je n'étais pas prêt à l'instant même où j'avais reçu ce combat. J'avais Euh, été un peu bousculé. Alors cette fois-ci, j'ai eu plus de temps pour me préparer.
je ne dis pas, c'est pas une excuse pour la première fois, mais cette fois, j'ai eu plus de temps pour me préparer et Mais comparé à la fois dernière, on c'était peut le beaucoup rappeler, et plus. tu l'as dit hein, dans le countdown, si les fans le voient, à l'époque, tu étais revenu à la MMA Factory dans le 12e arrondissement. On connaît les sollicitations avec l'UFC. Tu fais un question-réponse aujourd'hui. Il y a la pesée, il y a les face-offs. Et toi, tu devais te lever à 1 heure, 2 heures du matin pour effectivement toutes ces sollicitations médiatiques que réclame l'UFC et qui fait que c'est une Exa- machine de guerre ex- médiatique. Donc ça, c'était difficile. Exactement. Et rappelle, je suis quitté des États-Unis pour entrer au MMA Factory 3 semaines avant le combat, ce qui n'était pas en ma faveur. Les Américains ne comprenaient pas ça, Francis. Ils ont dit, mais pourquoi est-ce que tu rentres en France? Mais parce que pour l'instant, mon fief, ma zone d'entraînement, ma zone de confort, c'était ça, c'était le MMA Factory à cette époque-là. Ouais, parce que je suis arrivé ici, bien que je sois arrivé ici il y avait quelques mois, je ne m'étais pas permis, tu vois, de m'installer. J'étais en quelque sorte resté en France. J'avais pas envie de complètement quitter sur ce terrain-là, euh, bien que c'était nécessaire. On te voit souvent t'entraîner avec 3 drapeaux derrière toi, comme si à un moment tu as été binational avec la France, le Cameroun, il y a aussi les États-Unis. Tu dirais que tu es un homme du monde parce que on a l'impression que tu as besoin de montrer aux gens que tu es l'homme de 3 pays désormais. Je suis l'homme du 3 pays. C'est ça, ça ne se discute pas. Mmh. J'ai été en France pendant 4 ans où j'ai découvert l'OMMA, où j'ai passé de très bonnes années et je retourne de temps en temps. Et maintenant, je suis aux États-Unis, j'ai, où j'ai des amis, j'ai de la famille, tout comme en France. Et je pense que c'est pour cette raison que j'essaie de porter, que je porte le drapeau, que je mets ce drapeau. Euh, c'est pour les amis, la communauté MMA et tous ces gens-là qui sont finalement entrés dans ma vie d'une façon ou d'une autre. Mais pour ce qui est de la nationalité, je n'ai pas la nationalité française. C'est juste une fierté comme ça de présenter ce drapeau. Tu as la fierté aussi africaine. Je vois que par Ah exemple, oui, quand oui, oui, je vois. Ousmane combat, quand Israël Adesanya, vous parlez souvent tous les trois de 3 frères qui pourraient détenir des ceintures dans différentes catégories. Et ça, c'est important à vos yeux. Ouais, ouais, c'est très important la solidarité africaine parce que nous, on sait d'où on vient, on sait les obstacles qu'on a franchis, les difficultés, on sait les désavantages qu'on a eus. Et voilà, on se comprend mieux que personne parce qu'on a été plus ou moins au même endroit, parce qu'on vient plus ou moins du même endroit. Francis, ce que j'aime, c'est quand tu parles, il y a cette douceur qui se dégage. Et puis quand je te vois faire le foufou ces derniers temps, les vidéos qui me font rire, c'est quand n'importe quel boxeur essaye d'aller te mettre des droites comme ça dans tes tablettes de chocolat et que tu ne bouges pas. Alors la première question, c'est est-ce que Francis a un double visage? C'est un peu la comédie. Et la deuxième, c'est allez, t'as eu mal de temps en temps quand même, ou jamais. On t'a jamais ébranlé. Euh, bon, parfois, ça fait mal, tu dis stop ou tu recules. Mais c'est faisable. C'est un truc qui est faisable. Tu peux le faire aussi si tu y crois. Ouais, je vais essayer. Mais avec mon fils, tu vois, je vais commencer avec des tout petits, pas avec des Mais surprenants. justement, ouais, justement, ça commence avec de tout petit. Moi, c'est des trucs que j'ai fait. Je faisais ça tout petit, je faisais ça très régulièrement. Plus tard, j'ai un peu lâché prise. Mais remarque, sur les vidéos, il n'y a pas encore les Carlos Takam qui me frappent sur le ventre. C'est ça, c'est Là, ça. j'ai réfléchi à 2 fois, tu vois. En tout cas, si vous voulez vous amuser, les fans, allez voir les vidéos de Francis, par exemple, avec Ryan Garcia ou d'autres. Il s'essaye à lui mettre des crochets dans le ventre et notre prédateur ne bouge pas. Tu sais qu'il y a une autre histoire dans l'histoire des poids lourds en ce moment. En tout cas, on dit un peu cocorico en ce moment parce qu'il y a 2 francophones qui cartonnent. Est-ce que si tu gagnes, est-ce que si tu gagnes ce week-end, euh, la confrontation avec Cyril Gann t'excite? M'exciter, non? Déjà, de un, si je gagne ce week-end, Seriga ne serait pas dans mon Non, il aura encore une. colline. Voilà.
il n'est pas encore. Je pense que dans un proche futur, il en ferait partie de la discussion, mais pour le moment, surtout si je gagne, ça va prendre un peu du temps. Mais c'est pas une confrontation qui m'excite, mais si jamais c'est nécessaire, si je vais défendre ma ceinture, je défendrai ma ceinture. Voilà, tu dois faire le job. C'est bon de t'entendre parler de Ouais. ceinture. Quelqu'un d'autre nous demande, est-ce que tu as changé quelque chose dans ta préparation par rapport J'ai à ce premier combat? On a parlé de la logistique qui était difficile, mais dans la J'ai tout préparation. changé. Même la logistique fait partie de la préparation. La préparation, c'est pas juste les entraînements, c'est l'organisation, comment se mettre dans le moule, comment se mettre dans l'environnement du combat, comment se mettre dans l'esprit du combat. Hmm. Euh, je, je regarde des vieux combats et je pense parfois que Stipe Miocic, dans sa gestion, il y a un côté Randy Couture. C'est rigolo parce que toi, tu es allé t'entraîner, tu t'entraînes désormais à la Extreme Couture avec Eric Nexic notamment. Euh, il dit, Randy Couture, que tu as beaucoup progressé en lutte, qui est un élément évidemment essentiel contre Miocic. Est-ce que c'est quelque chose que tu vas tester dans ce combat? Bah, dans ce combat, généralement, dans mes combats, je ne vais pas pour tester des trucs, je vais pour gagner. Je ne trouve aucune raison d'aller dans un combat pour tester quelque chose. Je m'entraîne, je l'applique aux entraînements, je m'entraîne et à partir du moment où je suis confiant pour ça, je mets ça sur cet élément, je mets ça dans ma poche comme un atout. Euh, que je vais utiliser en cas de nécessité. Chaque atout n'est utilisé qu'en cas de nécessité. Et c'est puisque le but, c'est de gagner un combat. On n'est pas là pour faire une exhibition ou une démonstration euh, de performance, tu vois. Donc, c'est un peu différent. Après, si on arrive à ce stade, oui, bien entendu, je vais démontrer. D'accord. On doit se dire quand même, dans la nuit de samedi à dimanche, qu'on s'attend à un Francis expéditif, Un Francis gagnant. un Francis gagnant. Un Francis Ngannou gagnant, c'est déjà très Mm. très bien. Euh, une petite question comme ça. Quel serait du coup ton adversaire passé, présent, en boxe, en MMA? Quel serait ton adversaire de rêve? Quel serait ton adversaire rêvé un de ces jours? Mon adversaire rêvé un de ces jours. Je sais pas trop, mais déjà, je sais que ce combat, ça, c'était un adversaire que j'ai longtemps attendu, puisque c'était une revanche, et ça fait 3 ans que j'attends. Donc, ça, c'est un bon adversaire pour moi. Après, éventuellement, du côté du MMA, oui, ce serait Brock Lesnar. Ça alors, Ouais, d'accord. Tu au vas laisser MMA, grandir un petit peu. Il est pas dans cette classe-là encore. J'ai vu que tu lui avais dit, il serait temps de grandir. Brock Lesnar, t'aimerais un retour de Brock Lesnar pour avoir deux mastodontes qui s'affrontent. ouais, Brock Lesnar. Ah, génial, ça alors, superbe. Mais tu sais, c'est Daniel Cormier qui avant-hier a dit Francis Ngannou a le même potentiel que Brock Lesnar dans le sens où tu dépasses le cadre du MMA selon Daniel Cormier et ce sont de belles éloges, je trouve. En cas de victoire, il dit Francis a ce potentiel de superstar mondial global. C'est beau. Ah, c'est cool. À la manière d'un Brock C'est Lesnar cool. qui dépassait le cadre de son sport, qui était à la fois l'icône du catch et ce combattant qui faisait vraiment très très peur. On te pose juste une petite dernière question. Est-ce que l'ambition, avec un Stipe Miocic qui était le poids lourd qui a détenu sa ceinture le plus longtemps, elle est pour toi aussi de t'installer à l'âge de 34 ans pendant plusieurs années au sommet du MMA et au sommet de l'UFC, j'imagine? Bien entendu, l'ambition, c'est de mettre en place des records euh, qui resteront imbattables.
Merci beaucoup, on va s'arrêter là-dessus. Francis Ngannou qui veut devenir désormais imbattable. Merci beaucoup. Les fans sont très reconnaissants d'avoir eu ton sourire et ton calme est posé. On te souhaite un petit peu de repos. On sait que c'est un moment de faire du jus maintenant, quelques sollicitations médiatiques et on te retrouve évidemment samedi soir pour ce grand combat à l'Apex face à Stipe Miocic. Merci beaucoup, Francis. Ok, Force à toi. merci Thomas et merci à tous les Merci. fans qui nous ont suivis.